Dans les tours dorées de Constantinople, où le pouvoir impérial se transmettait sous la bénédiction du Christ Pantocrator, naquit l'une des tragédies les plus troublantes de l'histoire byzantine. Ce n'est pas une histoire de conquête ni de gloire militaire, mais d'un lien sacré devenu une chaîne d'horreur. Le prince Alexandre Ducat, héritier du trône le plus puissant de l'Orient, semblait destiné à incarner la perfection de Byzance, beauté, sagesse et noblesse. Mais derrière les mosaïques dorées et les coupoles de Sainte-Sophie, son propre sang le condamnerait à une vie marquée par la trahison la plus impensable, celle d'un père envers son fils. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'apparaît pas dans les livres officiels. Car cela révèle jusqu'où peut aller la corruption du pouvoir lorsqu'elle se mêle à l'obsession et à la peur. Et aussi comment l'honneur perdu peut se transformer en une force si destructrice qu'elle changerait le destin d'un empire. Avant de continuer, abonnez-vous et activez les notifications, car sur cette chaîne vous découvrirez les histoires cachées que personne d'autre n'ose raconter. Nous sommes en 1071. Constantinople, la Nouvelle Rome, brille comme le joyau le plus précieux du monde médiéval. Des imposantes murailles de Théodose, capables de résister à tout siège, jusqu'aux aigles dorés du Grand Palais, la ville est le cœur battant entre Orient et Occident. Les majestueuses coupoles de Sainte-Sophie semblent toucher le ciel, rappelant à chaque habitant que ce n'était pas une ville ordinaire, mais celle choisie par Dieu pour gouverner la chrétienté orientale. Le Bosphore, cette veine bleue qui relie mers et continents, apportait à ses quais les richesses du monde connu, épices de l'Inde, soie de Chine, or d'Égypte, chevaux des steppes. Dans les rues, l'agitation était constante. Les marchands arabes négociaient avec les commerçants grecs, les diplomates occidentaux se mêlaient aux moines orthodoxes, et sur les avenues pavées de marbre défilaient des processions impériales rappelant à tous que Byzance restait le centre de l'univers politique et spirituel. Mais comme toutes les pierres précieuses, sous l'éclat se cachaient des fissures invisibles. L'Empire était entouré d'ennemis, les Turcs seldjoukides avançaient depuis l'Est, les Normands menaçaient depuis l'Ouest, et à l'intérieur des murs, l'aristocratie jouait ses propres jeux de pouvoir. Constantinople était splendide, oui, mais aussi un palais de miroirs où la lumière cachait les ombres les plus sombres. Au cœur du grand palais régnait Constantin X Ducat, un empereur dont la figure était marquée par le paradoxe, vénéré comme défenseur de la foi orthodoxe, mais redouté pour son caractère erratique et sa paranoïa croissante. Constantin avait hérité d'un empire harcelé par des ennemis extérieurs et affaibli par des luttes internes. Des années de pression militaire et politique avaient fait de lui un homme méfiant, capable d'explosions de violence soudaines suivies de supplications presque théâtrales de clémence. Les chroniqueurs byzantins le décrivent comme un dirigeant brillant par moments, mais profondément instable, comme si sa couronne pesait plus que le marbre du trône sur lequel il était assis. La mort de l'impératrice Eudoxie Macrambolitissa, son épouse, 3 ans auparavant, n'avait fait qu'aggraver cette instabilité. Officiellement, elle était morte de fièvre, mais dans les couloirs du palais, on murmurait un autre destin, un empoisonnement, peut-être, pour avoir découvert des secrets trop dangereux sur son mari. Eudoxie avait été la médiatrice entre le père et ses enfants, le bouclier protecteur qui maintenait le noyau familial uni. Avec son absence, les murs invisibles protégeant le prince Alexandros s'effondrèrent. Le grand palais, avec ses mosaïques dorées et ses cérémonies solennelles, cachait sous sa surface une atmosphère empoisonnée par les intrigues. Chaque mot était pesé, chaque geste avait une valeur politique, et la relation entre Constantin et son fils aîné commença à dévier vers des territoires dangereux. Dans un cosmos où le sacré se confondait avec le politique, l'autorité de l'empereur se mêlait à un pouvoir personnel qui ne reconnaissait aucune limite. Le prince Alexandre Ducat était, aux yeux de Byzance, l'incarnation de l'héritier rêvé. Fils aîné de Constantin X, son éducation avait été soigneusement conçue pour le modeler en dirigeant idéal. Dès son plus jeune âge, il fut instruit par les plus brillants érudits de l'Empire, Jean Maurepu lui enseigna la rhétorique, Michel Psello l'initia à la philosophie, et le général Nicéphore Botaniac le forma aux arts militaires. À 18 ans, Alexandro maîtrisait le grec classique, le latin ecclésiastique, la théologie orthodoxe et les tactiques de guerre. C'était un prince capable de citer Aristote dans un débat philosophique le matin et de diriger une formation de soldats le soir. Sa perfection intellectuelle s'ajoutait à une beauté que la cour n'arrêtait pas d'admirer, cheveux dorés comme les coupoles de Sainte-Sophie, yeux verts comme les marbres de Thessalonique, et une prestance semblant sculptée dans la mosaïque d'or et de verre. Les chroniqueurs étrangers n'étaient pas moins généreux dans leurs louanges. Le Normand Robert Guiscard le décrivit comme un jeune homme, avec la sagesse de Salomon et la beauté d'Absalom. Les ambassadeurs arabes le comparaient au prince des Mille et une nuits. Même au sein de l'aristocratie byzantine, si habituée au faste, Alexandro brillait comme si les mosaïques de Justinien avaient pris vie. Il semblait être le sauveur dont l'Empire avait besoin.
Intelligent, cultivé, fort et héritier légitime de la dynastie Ducas. Tout semblait prêt pour qu'il restaure la gloire de Byzance, mais plus sa silhouette s'élevait à l'horizon de Constantinople, plus les ombres s'éveillaient dans le cœur de l'homme qui l'avait engendré. Après la mort de l'impératrice Eudoxie, la cour byzantine perdit sa voix modératrice. Elle avait été le pont entre l'empereur et ses enfants, la seule capable d'adoucir les emportements de Constantin X. Sans sa présence, l'équilibre familial se brisa et la relation entre père et fils prit une tournure de plus en plus inquiétante. Au début, ce furent de petits changements dans le protocole. L'empereur commença à exiger la présence d'Alexandre lors d'audiences privées en dehors des occasions cérémonielles traditionnelles. Il le convoquait à des heures inhabituelles, à porte close, sans la supervision habituelle des eunuques ni des notaires du palais. Ce qui aurait dû être un contact institutionnel et solennel commença à se transformer en rencontre chargée d'une atmosphère étrange, presque surnaturelle. Les cubiculari, les gardiens de l'accès aux appartements impériaux, furent les premiers à remarquer quelque chose de perturbant. Les réunions entre père et fils s'éternisaient pendant des heures, toujours sans témoin. La routine devint si irrégulière que même les conseillers les plus proches, comme Michel Psello, commencèrent à inscrire dans leurs écrits des allusions voilées indiquant que quelque chose n'allait pas. L'effet sur Alexandre devint rapidement visible. Le jeune prince, autrefois rayonnant et sûr de lui, commença à montrer des signes de profond malaise. Il perdit du poids en quelques semaines, sa peau devint pâle, et lors des réceptions publiques, ses mains tremblaient chaque fois que le nom de son père était prononcé. Ses yeux verts, que les poètes comparaient à des émeraudes, semblaient désormais ternes, chargés d'une douleur inexplicable. Sous la surface brillante du grand palais, où le marbre et l'or symbolisaient l'éternité de l'Empire, une ombre dangereuse germait. Une obscurité qui ne venait pas des envahisseurs extérieurs ni des conspirateurs aristocratiques, mais du cœur même de la famille impériale. Les chroniqueurs de l'époque, limités par la censure, la religion et la peur d'offenser la dynastie, laissèrent leur témoignage dans un langage codé, rempli de métaphores et de silences. Mais à lire entre les lignes, un schéma sinistre se révèle, l'empereur Constantin avait transformé son rôle paternel en un exercice de contrôle malsain et dégradant. Le philosophe Michel Psello nota dans ses écrits privés que Constantin montrait une « obsession inquiétante » pour la pureté et le corps de son fils. L'officiel Jean Cantacuzène fut encore plus explicite dans des mémoires secrètes découvertes des siècles plus tard, il évoquait des inspections forcées et des rituels privés dépassant toute justification médicale, militaire ou religieuse. Les séances se déroulaient toujours à porte close, dans une chambre spécialement préparée au sein du palais. Ce qui était officiellement présenté comme une « surveillance paternelle » était, en réalité, une atteinte à la dignité du prince, un pouvoir absolu qui franchissait les limites du humain et du sacré. L'impact sur Alexandre fut dévastateur. L'héritier, qui avait été étonné par son intelligence et son charme, s'éteignait lentement. Ceux qui le connaissaient de près commencèrent à remarquer une transformation radicale, retrait, regard perdu, et un silence lourd qui remplaçait son ancienne éloquence. Le jeune homme, formé pour diriger des armées et débattre avec des érudits, semblait désormais une ombre, portant un poids invisible. Byzance était habitué aux conspirations, trahisons et régicides. Mais ce qui se passait entre les murs du Grand Palais était différent, il ne s'agissait pas de politique ni d'ambition extérieure, mais d'une dégradation intime, d'une corruption qui atteignait la moelle de l'institution impériale. Le pouvoir absolu avait transformé la figure sacrée de l'empereur en le pire bourreau de son propre fils. La transformation d'Alexandre était impossible à dissimuler. Les courtisans qui l'avaient vu briller comme un prince exemplaire commencèrent à murmurer qu'un événement terrible s'était produit. Le jeune homme qui récitait Homère d'une voix ferme et s'entraînait avec la garde Varègue marchait désormais voûté, évitait les regards et parlait à peine en public. Son intérêt pour la théologie, pilier de son éducation, disparut brusquement. Au lieu d'assister aux études orthodoxes avec les moines, il passait des heures dans la bibliothèque impériale, cherchant des textes obscurs sur la justice divine, les châtiments exemplaires et la vengeance. Le prince cultivé et raffiné se transformait en un jeune homme sombre, consumé par des pensées de représailles. Même lors de l'entraînement militaire, ses instructeurs remarquèrent un changement alarmant. Il ne pratiquait plus les arts martiaux avec une discipline sereine, mais avec une férocité autodestructrice. Il frappait ses compagnons d'armes avec rage, se lançait dans des exercices extrêmes jusqu'à l'épuisement, comme pour que la douleur physique étouffe une autre douleur bien plus profonde. Le moment le plus révélateur eut lieu en janvier 1073, lors de la cérémonie de la Théophanie, l'un des rituels les plus sacrés de l'Église orthodoxe. En plein rituel, lorsque l'empereur Constantin posa ses mains sur la tête de son fils pour lui impartir la bénédiction publique, Alexandre recula brusquement.
Son visage se contracta dans un geste d'horreur, un éclair de répulsion impossible à dissimuler. Le patriarche maquilla rapidement la scène comme un acte d'humilité princière. Mais les dignitaires les plus attentifs comprirent qu'ils avaient été témoins d'une fracture trop évidente. L'héritier n'était plus le joyau de Byzance, mais un jeune homme marqué par un traumatisme qui commençait à déborder. Et ce qui se tramait en lui n'était pas de la résignation, c'était un feu sombre qui le transformerait bientôt de victime en vengeur. Cette nuit-là, après l'humiliation publique de la théophanie, Alexandre comprit qu'il ne pouvait plus supporter en silence. Ce qui avait été jusqu'alors un tourment caché commença à devenir une idée fixe, résister, se battre, se venger. Le jeune héritier se tourna vers ce qu'il connaissait le mieux, les livres. Dans les archives secrètes du palais, il commença à étudier les cas de régicide dans l'histoire byzantine. Il analysa comment Phocas avait éliminé Maurice, comment Basile Ier avait assassiné Michel, et comment Jean Tzimiské avait mis fin à Nicéphore II. Dans chaque cas, il recherchait non seulement l'inspiration, mais aussi une justification légale et théologique pour ce qu'il commençait à planifier. La conclusion à laquelle il arriva était claire, un empereur qui avait brisé les commandements les plus sacrés, qui avait déshonoré le lien le plus pur, avait perdu toute légitimité divine. Aux yeux de Dieu et de l'histoire, son père n'était plus un empereur, mais un tyran. Et un tyran, à Byzance, pouvait et devait être éliminé. Parallèlement, Alexandre commença à observer attentivement ceux qui l'entouraient. Il identifia les fonctionnaires mécontents de l'instabilité de l'empereur, les aristocrates qui craignaient pour leurs privilèges, et même les ecclésiastiques qui voyaient en Constantin un danger pour la morale de l'Église. Peu à peu, il commença à tisser un réseau silencieux de sympathisants et d'alliés potentiels. Il n'était plus le garçon tremblant qui évitait le regard de son père. Maintenant, dans le silence de sa chambre, Alexandro se répétait qu'il était né non seulement pour hériter d'une couronne, mais pour restaurer la dignité de sa lignée. Sa souffrance s'était transformée en arme. Et Byzance allait voir comment une victime devenait un conspirateur. Le plan d'Alexandro nécessitait plus que de la volonté, il avait besoin d'alliés. Et dans la machinerie complexe de la cour byzantine, les alliances étaient aussi mortelles que les épées. Le premier à se joindre à lui fut Georges Paléologue, un général vétéran qui avait servi fidèlement sous Constantin X. Il avait été témoin des explosions de violence de l'empereur et craignait que son instabilité mette en péril la sécurité de l'Empire. Lorsqu'Alexandro lui confia une partie de sa souffrance, Paléologue jura fidélité sans hésitation. Pour lui, soutenir le prince n'était pas une trahison, mais sauver Byzance. Vint ensuite Étienne les Capneaux, capitaine de la garde varangienne. Les Varangiens, ces géants nordiques célèbres pour leur loyauté envers l'empereur, semblaient impossibles à convaincre. Mais Alexandro, avec son charisme naturel, réussit l'impensable, convaincre le capitaine que son devoir n'était pas envers un homme corrompu, mais envers la continuité légitime de l'Empire. Les Capneaux accepta, à condition que ces hommes soient protégés pendant la transition. Le troisième allié fut décisif, Michel Cérulaire, neveu du patriarche de Constantinople. C'était un clerc cultivé et ambitieux qui, après avoir entendu le témoignage d'Alexandro, n'hésita pas à lui donner un cadre moral. Un empereur qui viole les lois divines perd la grâce de Dieu, déclara-t-il. Sa présence garantissait quelque chose de vital, l'Église pourrait bénir ce qui, aux yeux de l'histoire, serait un régicide. Les réunions des conspirateurs avaient lieu dans l'église des Saints Apôtres, sous prétexte de dévotion. Le lieu n'était pas choisi au hasard, les empereurs y étaient enterrés, et se réunir dans cet espace sacré renforçait l'idée que ce qu'ils prévoyaient n'était pas un meurtre, mais une purification du trône. Alexandro révéla progressivement les horreurs qu'il avait subies. Son témoignage fut si déchirant que même les plus endurcis restèrent silencieux. Paléologue écrira plus tard, « J'ai vu des horreurs à la guerre, mais rien ne compare à ce que ce jeune homme a enduré dans sa propre maison. » Ainsi naquit la conspiration, un mélange de douleur personnelle, de justification religieuse et de calcul politique. Et tous savaient que le moment devait être parfait. Une erreur ne signifierait pas seulement la mort d'Alexandro, mais la condamnation de tout l'Empire. La date choisie n'était pas anodine, le 1er janvier 1074, fête de Saint Basile, le réformateur qui avait combattu la corruption ecclésiastique. Un jour symbolique pour un acte destiné à purifier le trône impérial. Constantin X suivait sa routine de prière nocturne dans ses appartements privés. C'était le moment où il était le plus vulnérable, isolé même de ses gardes. Ce qui avait été un lieu d'abus pendant des années allait devenir cette nuit-là un théâtre de justice. Alexandro entra silencieusement. Il ne portait pas n'importe quelle arme, dans ses mains se trouvait la spata cérémonielle de Justinien Ier,
l'empereur qui avait rêvé de restaurer la gloire de Rome. Le message était clair, ce qui allait se passer n'était pas un assassinat vulgaire, mais un acte chargé de légitimité historique. L'affrontement fut immédiat. Alexandro, d'une voix ferme, accusa son père des crimes qu'il avait commis contre lui et contre la dignité de la couronne. L'empereur, surpris, tenta d'abord de rire des accusations, puis les nia maladroitement, et enfin supplia. Mais il était trop tard. Le prince, après des années de silence, avait atteint une froideur absolue. « Tu n'es plus mon père, ni l'empereur, aurait-il dit, selon Paléologue. Tu es la honte de l'Empire. Et au nom de Dieu et de la justice, ton règne s'achève ici. » Le coup fut précis. L'épée traversa le cœur de Constantin X, mettant fin à sa vie en quelques secondes. Dans le silence du palais, l'écho métallique de l'arme se confondit avec les chants lointains des festivités de la ville. Pour le peuple, l'empereur vivait encore. Mais en réalité, Byzance avait changé pour toujours cette nuit-là. Les conspirateurs agirent rapidement, la mort fut officiellement présentée comme une « maladie soudaine ». Et tandis que les eunuques annonçaient le deuil, Alexandro fut proclamé nouvel empereur. Byzance avait un jeune dirigeant, mais aussi un prince marqué par le sang de son propre père. Le matin suivant le régicide, Constantinople se réveilla au son des cloches solennelles et des rumeurs contenues. L'annonce officielle était claire, l'empereur Constantin X était mort subitement d'une maladie fulgurante. La cour accepta sans poser de questions, peut-être parce que la plupart avaient préféré ignorer pendant des années les murmures dans les couloirs du Grand Palais. Alexandro fut proclamé empereur avec le soutien du Sénat, de l'armée et de l'Église. Aux yeux de tous, la dynastie Douka restait intacte, et le trône avait été transmis de père en fils de manière naturelle. Mais ceux qui connaissaient la vérité savaient qu'il ne s'agissait pas d'une succession, mais d'une purification du pouvoir. Son règne dura à peine 4 ans, mais il fut marqué par un changement profond dans la manière de comprendre l'autorité impériale. Alexandro mit en place des réformes juridiques renforçant les protections contre l'abus de pouvoir au sein de la famille royale et de l'aristocratie. Sous son règne, des règles limitant les audiences privées entre empereurs et héritiers furent instaurées, et le rôle des eunuques comme gardiens de l'intimité du palais fut renforcé. Pour l'opinion publique, il s'agissait de réformes administratives. Mais pour ceux qui connaissaient son histoire, c'étaient des cicatrices transformées en lois. Cependant, derrière ces mesures, Alexandro n'a jamais échappé à ses démons intérieurs. Les chroniqueurs le décrivent comme un empereur de contraste, actif, énergique et réformiste à certaines périodes, et profondément mélancolique et replié sur lui-même à d'autres. Son caractère était marqué par la tragédie. Il avait accompli sa vengeance, mais n'avait pas trouvé la paix. En l'an 1078, à l'âge de 25 ans, il mourut subitement. La version officielle évoquait une fièvre. D'autres affirmaient qu'il avait été empoisonné par des rivaux politiques craignant que ses secrets ne soient révélés. Quelle que soit la vérité, sa vie reste l'une des plus tragiques de l'histoire byzantine, celle du prince devenu empereur par le sang de son propre père. L'histoire d'Alexandro Douka n'est pas seulement celle d'un fils ayant vengé les abus de son père. C'est une radiographie de ce qui se produit lorsque le pouvoir absolu corrompt même les liens les plus sacrés, la famille, la foi, la couronne. Constantin X, choisi par Dieu selon le cérémonial byzantin, utilisait son autorité non pour protéger, mais pour détruire. Et Alexandro, victime depuis son adolescence, transforma sa douleur en un acte de justice qui le porta sur le trône, mais qui le condamna aussi à porter une blessure qui ne se referma jamais. Son règne bref laissa des traces dans les lois et dans la mémoire de l'Empire. Mais son héritage le plus profond ne réside pas dans les réformes, mais dans l'avertissement qu'il nous lance à travers les siècles. Le pouvoir sans limite engendre toujours des monstres, et lorsque ces monstres surgissent au sein des institutions elles-mêmes, les conséquences ne se limitent pas à une famille, elles peuvent engloutir un empire entier. Aujourd'hui, plus de 1000 ans plus tard, son histoire reste un miroir inconfortable. Elle nous oblige à nous demander, que se passe-t-il lorsque la dignité humaine est sacrifiée au nom du pouvoir ? La justice personnelle peut-elle vraiment penser les blessures de l'injustice, me fait-elle couvrir de nouvelles cicatrices ? Si cette histoire vous a autant marqué qu'elle devrait le faire, partagez cette vidéo afin que davantage de personnes découvrent le côté sombre de l'Empire byzantin. Et laissez-moi votre avis en commentaire, pensez-vous qu'Alexandro fut un héros pour s'être vengé, ou une victime qui n'a jamais pu se libérer de son propre destin ?